Bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Le constat est accablant. Chaque année, le tabac tue près de 700 000 personnes en Europe. L'heure du tabac a-t-elle sonné ? Eh bien, la réponse est non, ou du moins pas encore. Pas à pas, l'Union européenne tente de trouver une solution au problème, mais le chemin est semé d'embûches. Cette semaine, pourtant, le combat contre le tabagisme a pris une nouvelle dimension. Même si pour certains, le vote des eurodéputés laisse un goût quelque peu amer, voire âcre. Pour mon invité, par contre, il y a tout de même de quoi être positif. Je parle de la cigarette électronique. Frédéric Ries, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe des libéraux et démocrates Oui. au Parlement européen. Vous êtes belge et vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps sur un amendement qui concerne la cigarette électronique. On va y revenir très rapidement. J'étais rapporteur pour mon groupe sur l'ensemble de la directive. Mais exactement. Effectivement, notre combat s'est focalisé. On va avoir 10 minutes pour en parler. Avant de commencer, c'est comme toujours, nous avons 1 minute, un petit jeu. Vous avez 2 possibilités pour répondre, c'est oui ou non. C'est parti. Frédéric Ries, vous fumez ? Non, j'ai jamais fumé. Vous vapotez ou pour les novices, vous avez inhalé une cigarette électronique déjà ? J'ai découvert ce terme récemment aussi. Non, je ne vapote pas non plus. D'accord. Vous avez été contacté par des lobbies du tabac. Vous avez dit que vous avez beaucoup travaillé là-dessus également sur la directive tabac. J'ai été contacté bien évidemment indirectement. On a reçu leur information, littérature, mais je ne les ai rencontrés que en suivant strictement les consignes de l'OMS en public. Mais c'est oui. J'ai été contacté, alors, bien sûr. Le lobby du tabac a créé une liste des députés. Oui. Vous êtes dedans ? La presse m'a appris que j'étais dedans avec des clignotants rouges pour chacun des critères. Voilà, c'était la question suivante, vous clignotez au rouge. Et oui, c'est ça. Alors, les cigarettiers ont-ils perdu une bataille cette semaine, à votre avis ? Je pense que oui. Et ils ont perdu la guerre aussi ? Ils n'ont pas tout perdu, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Ils ont ni perdu ni gagné et le compromis n'est pas mal. D'accord. Vous allez vous représenter aux élections européennes de 2014 ? Je le souhaite. Bon, en tous les cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, on revient à cette longue négociation. Ça a tout de même été très compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé exactement ? On a parlé vraiment d'un travail de lobby. Là, même les gens qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne ont bien compris qu'il y avait les tenants et les aboutissants, il est question de beaucoup d'argent. Et les lobbies étaient bien présents au Parlement européen. Comment ça s'est passé ? C'est gentil de me permettre de répondre un peu plus longuement que par oui ou non, mais c'est vrai que c'est difficile de compacter les explications ici parce que c'est presque un an de travail. Nous avons voté une position très ambitieuse au mois de juillet dernier, avec déjà à ce moment-là mon premier amendement pour sortir la cigarette électronique de la case prison, pour faire court, dans laquelle souhaite l'envoyer la Commission et les ministres. Après un report, vous l'avez dit, qui je pense là est clairement une victoire des lobbies et de l'industrie d'avoir réussi à faire entendre toute une série d'arguments fallacieux pour qu'on ne vote pas au mois de septembre, c'est-à-dire pour leur donner un mois supplémentaire pour aller convaincre à gauche et à droite et faire entendre encore leurs arguments. Ils ont réussi à provoquer ce report en tous les cas. Alors, ils ont réussi un report. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les différents points les grands enjeux. Les grands enjeux, on parlait de 75%. Les grands enjeux, c'est la taille. Écoutez, pour faire court, c'est la proposition ambitieuse de la Commission, 10 ans après la première. C'est la taille de ces avis sanitaires, ces avis d'avertissement qui sont sur les paquets de cigarettes. La Commission proposait 75%. Il y a eu des amendements à 50%. Il faut savoir qu'on vient d'une situation où c'est une moyenne de 40% et où 10 États membres seulement, jusqu'ici, mettent aussi les photos. C'est pas la moitié des États membres qui ont cette combinaison photo. La Commission propose la combinaison sur 75% de la surface avant et arrière du paquet. Aujourd'hui, on arrive à 65%. Le compromis est à 65%. Et c'est un compromis que j'ai proposé. Pourquoi ? Moi, personnellement, j'ai voté 75%. Je souhaitais. Mais le risque était à être trop ambitieux, de tout perdre. Donc à un moment donné, il faut être un peu stratégique et politique. Donc je pense que 65, c'est un bon compromis. Deuxièmement, nous souhaitions interdire les mentholés, tous les arômes caractérisant vanille, fruits, chocolat, barbe à papa. J'ai découvert des tas de choses. Pour le menthol, on parle clairement le menthol, c'est une... Mais pourquoi le menthol ? Parce que c'est une niche, c'est 5 à 10%. Donc les producteurs savent parfaitement ce qu'ils font et qui ils visent. Les jeunes et les femmes essentiellement, avec dans certains pays des cancers du poumon chez les femmes qui sont en train de devenir le premier cancer devant le cancer du sein.
je vous arrête. Justement sur le menthol, c'est pas passé de la même manière. Alors là, on a à moitié gagné, à moitié perdu. Ils ont une gentille porte de sortie, 8 ans. Donc elles ne sont pas interdites, il y a une sorte de phasing out de 8 ans. On souhaitait interdire les cigarettes extra fines, là on a perdu. Mais pourquoi? Parce que les ministres, le Conseil des ministres avait déjà émis une position où eux ne souhaitaient pas les interdire. Voilà. On a considérablement renforcé toutes les mesures contre le trafic et la contrefaçon. Et, last but not least, sur la cigarette électronique, excusez-moi de le dire moi-même parce que ça vient de moi, ça vient de nous, on a changé la donne. Avant de passer à la cigarette électronique, je vous propose juste de regarder ce qui s'est passé d'autre cette semaine au Parlement européen. C'est un petit sujet qui a été monté par ma collègue Caroline Grasso. Un pas vers une réforme du tabac en Europe. Mardi, les députés ont voté oui à l'interdiction des arômes tels que le menthol, particulièrement prisé par les jeunes. Les cigarettes fines, produits d'appel pour les femmes, resteront quant à elles en circulation. Les avertissements anti-tabac devront couvrir 65% des paquets au lieu des 75% initialement proposés. Alors, pression de l'industrie du tabac ou pas, ce vote permet surtout de continuer la réforme qui suivra son cours avec des propositions si tout va bien d'ici la fin de l'année. Le gaz de schiste, solution d'avenir ou bombe à retardement. Si le gaz de schiste représente une opportunité pour réduire la dépendance énergétique de l'Europe, créer des emplois et réduire les prix de l'énergie, son extraction pourrait représenter un risque potentiel si elle est mal encadrée. Les députés proposent des études environnementales obligatoires avant tout projet et des règles plus strictes pour éviter les conflits d'intérêts entre autorités compétentes et maîtres d'ouvrage. Les inscriptions pour AI 2014 sont ouvertes depuis mardi. L'avenir de l'Europe est aux mains des jeunes. Le Parlement lance donc une grande invitation pour AI, un forum des jeunes qui se tiendra à Strasbourg du 9 au 11 mai 2014. Au programme, débats, rencontres avec les députés et performances artistiques en tout genre. Pour participer, il faut avoir de 16 à 30 ans, être citoyen d'un État membre, d'un pays candidat ou d'un pays voisin et s'inscrire en groupe de minimum 10 personnes. À l'issue de cet événement, les députés nouvellement élus lors des élections de fin mai 2014 adopteront de grandes orientations pour construire ensemble une meilleure Europe. Pour participer, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Directrice, je vous ai vu réagir durant le sujet par rapport à la faisabilité. Oui, la journaliste est un tout petit peu optimiste. Effectivement, le menthol, je l'ai dit, c'est une porte de sortie un petit peu aimable. Dans le calendrier, nous espérons avoir un accord sur la table, un bon compromis avant les prochaines élections. On revient à la cigarette électronique. Alors, la question toujours, c'est la même. La cigarette électronique est-elle nocive, oui ou non? Elle va bel et bien rester en vente libre. Elle ne sera pas dans les pharmacies. Ça, c'est un peu, c'est votre victoire. Souhait. C'est comme ça que vous voyez ça. Qu'est-ce qui va se passer avec cette cigarette électronique? C'est pas, moi, j'ai pas envie de parler en termes de guerre, mais c'est vrai que l'amendement que je soumets avec des modifications, parce qu'on le précise au fur et à mesure que les choses avancent, mais depuis le début, j'ai annoncé la couleur dès le début. Je parle de casse-prison. Et c'est simplement de donner un statut qui ne sera pas celui du médicament. La cigarette électronique n'est pas un médicament. Un médicament, ça doit soigner. Elle ne correspond pas. Elle doit rester en vente libre, elle doit rester accessible parce qu'en tout état de cause, entre le tabac qui tue et la cigarette électronique qui est à 99% infiniment moins nocif que le tabac, le choix est fait et l'alternative doit être disponible pour ces fumeurs qui tentent de diminuer et de fumer autrement. Mais il s'agit de réglementer, je vous le dis très strictement, la qualité, la sécurité, l'interdiction de vente aux mineurs, c'est essentiel. Il ne faut pas que cette cigarette soit utilisée. C'est un débat qui n'existe en réalité, qui est avancé par les opposants à la mesure, mais qui n'existe pas en Europe. Aux États-Unis, en revanche... Les mesures, je vous arrête. Oui, est-ce que le lobby du tabac vous a vraiment poussé à arrêter toutes ces idées sur la cigarette électronique et dire que c'est une vraie concurrence? Moi, je n'ai personnellement jamais reçu de pression. J'ai subi, comme tout le monde, le bombardement de mails, de presse, de cadeaux, entre guillemets, etc. Je n'ai jamais été approchée personnellement par le lobby du tabac ou surtout par celui qu'on cite considérablement moins et qui pourtant est très très présent, parce qu'il faut bien en parler, c'est le lobby pharmaceutique. Parce que qui est concerné ici en premier chef tout de même? C'est le concurrent, entre guillemets, de la cigarette électronique, c'est-à-dire tous les substituts nicotiniques, les patchs, les chewing-gums, les inhalateurs, etc., qui eux sont en vente en pharmacie et dont la
part de marché, il faut bien parler comme ça, risque considérablement de diminuer si et quand la cigarette électronique aura un vrai statut et sera en vente libre. Frédéric Ries, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt. Au revoir. Voilà, restez avec nous, l'info continue sur Europe TV. Bonjour. 90% du commerce mondial transite par la mer. Pour assurer la livraison à bon port de toutes les marchandises, 1,2 million de marins travaillent dans des conditions souvent difficiles et loin d'être les mêmes pour tout le monde. Pourtant, les normes internationales de travail en mer existent, mais sont souvent difficiles à appliquer, notamment sur les bateaux battant pavillon de complaisance. Comment sont garantis et contrôlés les droits des marins? Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Pervenche Berès, la présidente de la commission parlementaire Emploi Affaires sociales. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne au Parlement européen depuis 1994, ça va faire 20 ans. Vous allez fort probablement vous représenter aux élections de 2014, on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, je vous propose un petit jeu, c'est le même rituel à chaque fois. 1 minute, vous avez 2 possibilités pour répondre, c'est oui ou non, et c'est parti. Pervenche Berès, les marins sont-ils tous égaux en Europe? Non. Dans le monde? Non. Non plus. La mer est-elle encore trop une zone de non-droit, à votre avis? La Roumanie est-elle entrée en catimini dans l'Union, comme le prétend l'une de vos collègues? Non. Alors, vous pouvez confirmer que la France était pour l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne? Oui. Ça a été signé. L'Europe sociale existe-t-elle? Oui. D'accord. Si l'Europe sociale peine à démarrer, c'est la faute de la Commission européenne, à votre avis? Oui. Comme je vous ai vu dubitatif, je posais quand même encore en plus la question. 26 millions de chômeurs en Europe, c'est la limite à ne pas dépasser? Oui. Une assurance chômage européenne, c'est possible à votre avis? Oui. Vous êtes candidate aux prochaines élections en 2014? Oui. Alors, on connaît Pervenche Berès, présidente de la commission parlementaire Emploi Affaires sociales. Peut-on s'imaginer Pervenche Berès, commissaire européenne pour l'emploi? Oui. C'est fait, on verra ça en tous les cas l'année prochaine. Les marins sont-ils tous égaux aujourd'hui en Europe? Vous m'avez répondu non. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, il y a 1 200 000 marins dans le monde qui sont recrutés dans des conditions très inégales. Et en fonction du lieu où vous avez été formé, recruté, eh bien, les conditions de formation, de travail ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a un pays qui est le grand pourvoyeur de marins à l'échelle planétaire, ce sont les Philippines. Et vous voyez bien toute la difficulté, c'est-à-dire que lorsque, à l'échelle de l'Union européenne, nous allons légiférer, eh bien, la question est de savoir comment est-ce que ce qui se passe aux Philippines peut être également contrôlé. Et là intervient une double responsabilité, à la fois celle de l'État du pavillon, c'est-à-dire le pays dont le bateau est originaire, celui où les marins vont être en réalité recrutés, et puis l'État du port, là où le bateau peut venir circuler et éventuellement provoquer des dégâts. Voilà, en effet, c'est un monde qui est assez opaque. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage qu'a tourné mon collègue Hugues Weinstock. Il s'est rendu au port d'Anvers et vous allez le voir, en effet, vous avez parlé des Philippines et des problèmes qu'il peut y avoir pour ces gens-là. Il a rencontré toute une série de personnes qui s'occupent justement des marins qui arrivent au port. On regarde. Tous les matins, c'est le même rituel. Marc prend place dans un véhicule de la mission chrétienne d'aide aux marins et roule en direction du port d'Anvers, en Belgique. Marc est pasteur protestant et est accompagné d'un prêtre catholique. Leur but, rendre visite aux marins à bord de navires en transit. Après quelques minutes de voiture, les premiers porte-conteneurs font leur apparition. Les équipages sont à bord de ces navires depuis des mois, parfois 15, sans toujours avoir de contact avec le monde extérieur. Cela fait plus de 12 ans que Marc rend visite aux matelots. C'est un témoin privilégié de leurs conditions de vie à bord. Certaines rencontres lui ont laissé de mauvais souvenirs. Beginning 2008, I had a ship with a Syrian Egyptian crew. Everything went bad on board. We had a contaminated cargo. We had a deadly working accident on board. The crew was living in poor working conditions, living conditions. They were afraid of being abused by their officers.
Sur ce porte-conteneur battant pavillon chypriote, aucune situation de ce genre n'est à déplorer. Les hommes d'église sont reçus par le second du navire, un marin philippin. Tell me, how many nationalities do you have on board? We have at least 3, Filipino, Russian and Ukrainian. And captain? Yes? Yeah, he's German. He's German, but also So 4, German, Russian, Ukrainian. Okay. Depuis plusieurs mois, l'armateur du navire applique une convention sur le travail maritime rédigée en 2006 par l'Organisation internationale du travail. Cette convention, la MLC comme on l'appelle dans le milieu, couvre une multitude de sujets comme l'âge minimal pour travailler à bord, le salaire, les congés, les soins médicaux ou encore le logement. if you see, some companies they are already mistreating the crew or something like that. Yeah, then it's very nice that this MLC come into force that will give you the right, or it will define your job really and what to do. Yeah, and what are your rights as a seafarer, and that you will not be bullied. Le 20 août 2013, la Convention internationale sur le travail maritime est entrée en vigueur dans toute l'Union, mais sans contrôle de son application, elle ne servirait à rien. Le Parlement européen a donc donné son feu vert pour la mise en place d'un système d'inspection dans les ports de l'Union. Pour compléter le dispositif législatif, les eurodéputés ont poussé pour que les États membres contrôlent aussi tous les navires battant leur pavillon. Les parlementaires ont aussi négocié pour que des mesures de protection spécifiques soient mises en place lorsqu'un marin porte plainte. Retour au port d'Anvers, pour le révérend Marc, les législations n'empêcheront pas tous les abus. The main mechanism which of course causes all these problems is greed, human greed. So the shipping companies, the maritime industry, there's only one thing that counts. Everything is based upon money. Après avoir passé 1 heure sur le navire, Marc quitte l'équipage avant que celui-ci ne largue les amarres pour la mer Baltique. Pervenche Berès, on l'a vu. Pour finir, tout ça paraît très simple. On a l'impression que tout est là, les textes sont là, les lois sont là, et pourtant, pour les gens qui sont sur le terrain, ça reste très très compliqué à appliquer. Parce que sur le terrain, en effet, on nous dit, c'est très bien sur le papier, en pratique, on va avoir du mal à l'appliquer. Bon, déjà, le fait qu'on ait fait évoluer le droit, c'est une affaire très importante. Mais même ça, vous savez que c'est une longue aventure, hein, puisque la législation dont on parle, cette fameuse convention sur le travail maritime qui est évoquée dans votre très bon reportage, c'est un texte qui a été élaboré par l'OIT en 2006 à la suite du drame de l'Erika. Donc c'est vous dire combien dans le domaine du travail maritime, les choses vont lentement. Ensuite, c'est vrai que les conditions d'application sur le bateau sont très difficiles parce qu'une fois que le bateau a quitté un port pour aller dans un autre port, d'une certaine manière, c'est une usine flottante où la circulation de l'information, les allers-retours des inspecteurs ne sont pas possibles. D'où l'importance de la responsabilité de l'État du pavillon et de la responsabilité de l'État du port. Ensuite, il faut que les procédures de plainte puissent être effectives. Ça va vous paraître cocasse, mais dans la négociation que nous avons menée ici au Parlement européen, le mandat que j'avais, c'était qu'il fallait que chaque marin puisse consulter sur le bateau cette fameuse convention sur le travail maritime. Et ça a été la croix et la bannière pour l'obtenir. Le droit pour les salariés sur un bateau de consulter le droit de référence. Alors pourquoi est-ce que les armateurs, on a parlé du non-droit en fait, vous m'avez dit oui, c'est encore une zone de non-droit aujourd'hui. Comment ça se fait? J'aurais presque envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus loin? Vous m'avez dit 2006, en effet, 7 ans pour appliquer un tel texte, c'est quand même énorme. Alors est-ce que les Européens aussi ont peut-être un peu freiné par rapport à ça? On n'est peut-être pas nécessairement les premiers de la classe. Écoutez, je crois que du côté européen, il y a une volonté d'aller de l'avant. Bon, il n'y a pas de précipitation non plus, parce que sinon on serait dans un autre calendrier que celui qu'on voit ici. Et même dans ce que nous venons de faire, on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire, hein. Par exemple, il y a une agence de la sécurité maritime européenne, bon, mais elle n'a pas vraiment de pouvoir en dehors de ceux que lui donnent les États membres pour aller inspecter. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le droit du travail. Le pouvoir des inspecteurs, leurs moyens d'intervention ne sont pas suffisants. Or, si on veut, je ne dis pas qu'il faut mettre derrière chaque patron un inspecteur du travail, mais
il faut pouvoir de temps en temps frapper fort, frapper pour l'exemple, pour décourager les mauvais comportements. Pervenche Berès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a entendu, la cloche a sonné. Ce n'est pas l'incendie, c'est bien le début de la plénière qui va commencer. Voilà. On vous souhaite en tous les cas beaucoup de succès pour l'instant pour l'année à venir. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 7 jours en Europe. Au revoir.